Puis, Pauline et Jennifer ont dit non, il y a un sujet qui est vraiment un sujet qui occupe beaucoup de monde, qui est délicat, qui pose beaucoup de questions pratiques et juridiques, qui sont les sujets d'accidents de service et de maladies professionnelles. Alors c'est vrai que je dirais, propre à chaque activité humaine. Chaque activité humaine peut être accidentogène ou susciter des maladies professionnelles. On sait que dans le droit du travail, c'est un régime qui est codifié et de longue date dans beaucoup de ces aspects. S'agissant des employeurs publics, les règles sont parfois plus récentes, parfois aussi d'un maniement un peu plus délicat que ce qu'on peut connaître en droit privé. Et donc, on s'est dit que c'était un bon thème pour commencer nos matinales de droit de la fonction publique. Donc, je passe tout de suite la parole à Pauline, en vous indiquant que normalement, la présentation, ça va dépendre de la célérité de Pauline et Jennifer, devrait durer en gros une petite heure, ce qui devrait laisser ensuite un temps pour les questions. L'idée étant de toute façon de finir vers 10 heures, puisque je pense que chacun a des occupations par ailleurs. Et je pense que ce type de formule ne fonctionne bien que si on arrive à rester synthétique et opérationnel. Voilà, après cette rapide présentation, je passe tout de suite la parole à Pauline qui va commencer à donc présenter et commenter le support dont j'espère que vous avez une bonne vision. Voilà, Pauline. Merci. Oui, bonjour. Donc, on va d'abord aborder la question des notions d'accident de service, accident de trajet et maladie professionnelle, parce que dans la grande majorité des cas qui ne posent pas de problème, ces notions sont assez faciles à définir, mais dans certains cas particuliers, on voit que des fois, la différence entre accident de service et maladie professionnelle n'est pas toujours maîtrisée, soit par les agents, soit également par les services gestionnaires des demandes des agents. L'accident de service, c'est un événement soudain qui intervient dans le temps et le lieu de service en principe, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à l'occasion d'une activité qui constitue le prolongement normal de l'exercice des fonctions. Et il y a accident de service dès lors qu'il n'y a pas de faute personnelle ou de circonstances qui sont susceptibles de détacher cet accident du service. Donc, comme je disais, c'est un événement qui est soudain. C'est ça qui permet de faire la distinction vraiment entre l'accident de service et la maladie professionnelle. La maladie professionnelle, ça va plutôt être une pathologie qui va se développer au cours des semaines, des jours ou des mois, alors que l'accident va être quelque chose qui va intervenir de manière soudaine et qui va déclencher une pathologie chez l'agent. Le texte prévoit une sorte de présomption d'imputabilité dès lors que l'accident intervient sur le temps et de lieu de service. Il est néanmoins possible de revenir sur cette présomption d'imputabilité et pour l'administration de démontrer qu'il y a une faute personnelle ou une circonstance qui va permettre de détacher cet accident du service. Mais c'est vrai que quand on a un accident, notamment physique, qui entraîne des séquelles, une chute dans les escaliers, un poignet cassé, on va avoir un petit peu une présomption d'imputabilité et l'administration pourrait démontrer que cet accident est détachable du service. En matière d'accident de service, ce qui pose surtout problème et qu'on voit de plus en plus, c'est la question de l'entretien d'évaluation qui va mal se passer et qui va être invoqué comme un accident de service qui a déclenché un choc émotionnel, une dépression, des événements, en tout cas une pathologie psychologique et donc pas une pathologie physique qui va pouvoir être visible comme une chute où on conçoit et on saisit un peu plus la pathologie de l'agent. La jurisprudence administrative notamment quand même beaucoup évolué sur cette question-là et aujourd'hui la question qui va vraiment être examinée par le juge et donc qui doit être examinée au préalable par l'administration, c'est est-ce que cet entretien, par exemple d'évaluation, est intervenu dans des conditions finalement anormales, puisqu'on va considérer que dès lors que c'est un entretien d'évaluation, que le but c'est quand même de faire le bilan de l'année écoulée entre l'agent et son supérieur hiérarchique, à cette occasion, on peut faire des remontrances à l'agent, on peut apporter des points négatifs et positifs de sa manière de servir, lui donner des objectifs.
Et donc, c'est l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, dès lors que l'agent va pouvoir établir que cet entretien est intervenu dans des conditions anormales et qu'il se détache finalement de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et bien là, potentiellement, ça peut constituer un accident de service. Donc, c'est vraiment à la fois à l'agent, quand on est qui souhaite se prévaloir de cet entretien, de cet événement, qui est finalement un événement classique dans la carrière de l'agent, de démontrer que justement c'est intervenu dans des conditions qui étaient anormales, et à l'inverse, à l'administration qui va essayer de détacher cet accident du service, de démontrer que non, justement, il y a eu des circonstances qui n'ont pas été anormales et que c'est le cas qu'on a juste exercé le pouvoir hiérarchique, le classique, sans anormalité. Ensuite, il y a la question de l'accident de trajet. Alors, c'est l'accident qui se produit entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le domicile. La jurisprudence admet, ou alors le lieu de restauration, ça peut également être le lieu de restauration pendant la pause méridienne. Et la jurisprudence admet quand même la possibilité d'un détour sur ce lieu ce trajet entre le lieu de travail et la résidence, mais ce détour, il doit être justifié par les nécessités de la vie courante. Donc, si c'est pour aller chercher son enfant à l'école, à la crèche, la jurisprudence admet ce détour puisse quand même conduire à la reconnaissance d'un accident de trajet. En revanche, si c'est des détours qui ne sont pas identifiables comme des détours liés à la nécessité de la vie courante, l'accident sera détaché du service et ne donnera pas lieu au bénéfice des règles applicables en matière de CITES. Donc la maladie professionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, la maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va se distinguer de l'accident de service, puisque justement là, ce n'est pas un événement soudain, mais c'est plutôt quelque chose qui va arriver au fur et à mesure. Alors, ça peut être très rapide, mais en tout cas, ce n'est pas un événement soudain, brutal, qui va conduire à la pathologie. Il y a différents types de maladies professionnelles. Alors, depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas avant, aujourd'hui, on reconnaît comme imputables au service des maladies qui remplissent les tableaux de la sécurité sociale. C'est une sorte de présomption d'imputabilité. Dès lors que les conditions prévues par ces tableaux sont remplies, l'agent peut bénéficier du bénéfice de la reconnaissance de la maladie professionnelle et du CITIS. Dans ces tableaux, on a toute une liste de maladies, de pathologies qui sont identifiées et les agents doivent remplir, de la même manière que les agents relevant du régime général, doivent remplir ces conditions. Il y a 3 grands types de conditions. Il y a les conditions des travaux qui sont effectués et qui ont conduit à la pathologie. Il y a la question du délai d'exposition et de la durée d'exposition. Des fois, on a les deux. On a le délai d'exposition et la durée d'exposition qui vont permettre d'identifier si effectivement l'agent, compte tenu de ses fonctions, donc identifié par rapport à la fiche de poste et tout élément qu'il pourrait apporter, vont permettre de déterminer si oui ou non il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre des tableaux de la sécurité sociale. Même si l'agent ne bénéficie pas, ne réunit pas toutes ces conditions, il va quand même pouvoir bénéficier d'une reconnaissance de la maladie professionnelle et d'un CITIS s'il arrive à démontrer que cette maladie, malgré le fait que l'ensemble des conditions prévues par les tableaux ne sont pas remplies, est directement causée par l'exercice des fonctions. Donc à nouveau, c'est quand même un travail assez important et ce qui est parfois un peu méconnu des agents, c'est que ce n'est pas le tout de transmettre un certificat médical. Des fois, il y a quand même un travail assez important à faire d'identification des missions et des tâches qui lui sont confiées, de la durée, pour vérifier qu'effectivement les conditions sont remplies. Et à l'inverse, de la même façon, du côté administration, quand on instruit une demande, il faut aller regarder si effectivement la fiche de poste va permettre ou pas de justifier que l'agent remplit les conditions et le cas échéant, va bien le mettre en valeur au stade de la saisine du médecin agréé et également au stade de la saisine du conseil médical. Donc ça, c'était les maladies reconnues désignées au titre du tableau des maladies de la sécurité sociale. Indépendamment de ces maladies-là, il y a aussi la possibilité pour les agents de faire reconnaître comme imputable au service une maladie qui est hors tableau. C'est notamment le cas de toutes les maladies d'ordre psychologique ou psychiatrique qui ne font pas l'objet d'une identification précise dans les tableaux de la sécurité sociale. Et donc là, même si cette maladie ne figure pas dans les tableaux, les agents vont pouvoir demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de leur maladie. La condition, c'est qu'il faut à nouveau démontrer que la maladie, elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions
Et en plus, il faut que la maladie entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%. Donc voilà, on a des conditions particulières. Très souvent, on retrouve effectivement un lien essentiel et direct avec l'exercice des fonctions, mais c'est ce taux de 25% qui va manquer, qui ne va pas permettre aux agents d'en bénéficier et à l'inverse, qui va permettre à l'administration de s'opposer au bénéfice du CITIS, alors même que c'est une maladie qui pourrait être considérée comme imputable au service. S'agissant de la procédure, alors elle est plutôt cadrée par les textes, hein, il y a un certain nombre de délais, de formalités à remplir. La première étape de la procédure d'accident, alors que ce soit accident de service ou maladie professionnelle, on est sur les mêmes types de règles, avec juste quelques particularités que je vais identifier. La première étape, c'est l'étape qui est à l'initiative de l'agent. L'agent qui fait l'objet d'un accident de service ou qui souffre d'une maladie qu'il considère comme professionnelle doit déposer une déclaration auprès de son employeur. Et ça, c'est ça qui va déclencher l'instruction de sa demande. Très souvent, on propose des formulaires types, mais ce n'est pas l'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir à remplir un formulaire type. L'agent peut tout à fait remplir une demande sur papier libre dès lors qu'il donne suffisamment d'indications sur si c'est un accident de service, le lieu, le temps de l'accident, les éventuelles personnes témoins, les lésions qui en ont résulté, et de la même manière si c'est une maladie professionnelle. Avec cette déclaration, il faut donc ce formulaire qui détaille les circonstances précises. Il faut également se fournir un certificat médical qui va préciser la nature et le siège des lésions et qui va aussi préciser la durée probable de l'incapacité. Donc ça, c'est le point de départ de l'instruction de la demande. Ensuite, l'administration, cette déclaration, elle est enfermée dans un délai qui est différent selon qu'on est en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle. Pour les accidents de service, c'est que le principe, c'est que la déclaration, donc indépendamment de la production, de la justification de l'absence de l'agent pour arrêt maladie, la déclaration d'accident de service doit être réalisée dans un délai de 15 jours à compter de la survenance de cet accident. Mais le texte prévoit l'hypothèse où on a des lésions qui n'apparaissent pas tout de suite et qui vont apparaître un peu plus tard, dans un délai qui peut varier selon plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc là, dans ces cas-là, si finalement les lésions n'apparaissent que plus tard, on va disposer d'un délai de 15 jours à compter de la constatation médicale des lésions qui sont en lien avec l'accident de service. Alors, c'est vrai que dans ces situations-là, on est toujours un petit peu embêté parce que autant quand on est dans les 15 jours à compter de l'accident, on arrive à identifier que c'est bien en lien avec l'accident. Quand on a des lésions qui sont qui n'apparaissent que plus tard, c'est toujours un peu délicat, surtout quand on n'a pas les éléments médicaux, parce que c'est la problématique dans ces procédures-là. Pour l'administration, de savoir si effectivement les lésions sont bien en lien avec cet accident qui est intervenu mais qui n'a pas entraîné tout de suite des lésions ou s'il est en lien avec d'autres événements qui auraient pu notamment intervenir dans la vie personnelle de l'agent. Donc, c'est un délai de 15 jours qui va s'imposer en matière d'accident de service. En matière de maladie professionnelle, là, le délai est beaucoup plus souple et beaucoup plus long. C'est un délai de 2 ans qui va suivre la première constatation médicale de la maladie ou à compter de la date à laquelle l'agent va être informé que finalement ces lésions sont en lien avec ou sa maladie est en lien avec l'exercice de ses fonctions. Du coup, on a là un délai un peu plus important et on a une souplesse qui est accordée aux agents qui vont pouvoir en fait réclamer la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de manière un peu plus souple. Si ces délais ne sont pas respectés, le texte prévoit bien que normalement la demande est rejetée. À ce stade-là, on n'aurait même pas besoin d'aller saisir éventuellement un médecin agréé conseil médical. La demande est présentée hors délai. On peut rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. L'administration aussi se voit imposer des délais. Alors, en pratique, on voit bien que ces délais ne sont jamais respectés parce qu'en fait, il y a tellement d'étapes à respecter qui sont indépendantes de la volonté de l'administration que en pratique, ces délais ne sont pas respectés. En théorie, l'administration qui est saisie d'une déclaration d'accident de service devrait statuer dans un délai d'1 mois à compter de la réception de cette déclaration. Dans les faits, c'est rarement le cas. Et s'agissant d'une maladie professionnelle, c'est dans un délai de 2 mois.
Le texte prévoit quand même un délai supplémentaire, notamment lorsqu'on va avoir à organiser une enquête administrative. Enquête administrative, c'est un grand mot, mais en tout cas, des recherches, des auditions, des attestations, des témoignages de personnes qui étaient présentes pendant l'accident ou des personnes qui vont permettre d'identifier les postes, les missions occupées par l'agent. Donc voilà, pendant cette phase d'instruction du dossier, on va pouvoir obtenir un délai supplémentaire de 3 mois. De la même manière, quand on va solliciter une expertise par un médecin agréé ou quand on va saisir le conseil médical, on va pouvoir donc passer de 1 mois à 4 mois en matière d'accident de service et de 2 mois à 5 mois en matière de maladie professionnelle. Donc, dans les faits, ce que vous disiez, c'est qu'on voit que très rarement les délais sont respectés et donc le texte prévoit qu'à l'issue de ces délais, donc 1, 2, 3 et 5 mois, si l'administration n'a pas pu se positionner, notamment parce que il faut le temps que le médecin agréé se positionne et éventuellement le conseil médical, dans ce cas-là, on doit placer l'agent en CITIS provisoire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie professionnelle, mais on va reconnaître, on va accorder à titre provisoire le CITIS. Donc, ça veut dire que de manière provisoire, on va maintenir la rémunération de l'agent pour lui permettre d'être dans une situation qui est un petit peu moins précaire le temps des délais d'instruction de sa demande. Le CITIS, c'est le congé imputable, le congé pour invalidité imputable au service. En fait, c'est les anciens congés pour accident de service et maladie professionnelle. C'est le terme qui aujourd'hui est utilisé pour les deux types de prise en charge, que ce soit pour un accident de service ou une maladie professionnelle. Et à petite précision, effectivement, ce CITIS, comme il est provisoire, les textes prévoient expressément la possibilité de venir à l'issue de la procédure d'instruction. Si finalement on considère que l'agent n'a pas le droit au CITIS, on va pouvoir récupérer les sommes qui ont été indûment perçues, donc le plein traitement qui a été perçu par l'agent pendant plus de 3 mois et s'il est maintenu en congé de maladie ordinaire à l'issue. Donc c'est vraiment une disposition qui va permettre finalement de résoudre un peu la problématique qu'on pouvait avoir dans d'autres thématiques, notamment lorsque vous passez l'agent en disponibilité d'office avec maintien de rémunération dans l'attente d'un avis du conseil médical, parce que la jurisprudence c'était de nous dire que c'était une décision créatrice de droit qu'on ne pouvait pas retirer. Et donc là, le décret, pour le coup, prévoit bien la possibilité de récupérer les sommes dans le cadre de ce CITIS provisoire. Donc, une fois que vous avez reçu la déclaration, que vous avez tous les documents à votre disposition, que vous avez procédé à une petite analyse, vous devez déterminer si effectivement vous devez saisir le conseil médical ou pas. En pratique, à nouveau, sauf quand le dossier ne pose pas de difficulté, qu'on est sur un accident de service classique avec une chute et que tout le monde en a été témoin et que la déclaration a été faite dans les règles, très souvent, l'administration va reconnaître et ne va pas saisir le conseil médical. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que la saisine du conseil médical va intervenir à chaque fois que l'administration va se considérer comme légitime à refuser la demande et que pour pouvoir refuser la demande, elle va saisir le conseil médical. Les textes prévoient quand même que la saisie dans tous les cas du conseil médical est obligatoire dès lors qu'on a une faute personnelle ou des circonstances qui sont de nature à détacher l'accident de service du service. De la même manière, quand vous êtes sur un accident de trajet, si on a un fait personnel ou une circonstance qui va permettre de détacher l'accident de trajet du service, vous allez devoir solliciter l'avis du conseil médical. Et en matière de maladie professionnelle, dès lors que vous êtes sur une maladie hors tableau ou que vous êtes sur une maladie pour laquelle l'agent ne remplit pas toutes les conditions du tableau de la sécurité sociale, la saisine du conseil médical est obligatoire. Alors, c'est là où on arrive à les problématiques auxquelles les collectivités sont très souvent confrontées en cas de contentieux, c'est que c'est une procédure qui est menée par l'administration, mais qui est aussi menée en partie par le centre de gestion qui gère le conseil médical. Et donc, du coup, à l'issue de la procédure d'instruction, vous allez avoir parfois des vices qui vous être opposés et reprochés, alors même que vous n'avez pas pu maîtriser cette procédure. Donc, dans le cadre de la consultation du conseil médical, et notamment sur les dossiers, je pense, qui sont vraiment sensibles, où potentiellement l'administration, c'est d'ores et déjà au début de la saisine qu'elle est sur le point de refuser et qu'en tout cas, elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'accident de la maladie professionnelle, il faut être vigilant de votre côté à s'assurer que le conseil médical et le secrétariat du conseil médical ont bien respecté les étapes préalables.
Notamment, bien s'assurer que l'agent il a été informé de la saisine de la réunion du conseil médical et qu'il a été informé de ses droits. S'assurer aussi qu'il y a un médecin spécialiste selon la pathologie qui soit a été consulté ou soit fait partie des membres du conseil médical pour pouvoir derrière donner son avis de spécialiste sur le dossier de l'agent, puisque c'est un des motifs qui va pouvoir être invoqué par les agents. Aussi, lorsqu'on dénonce sur une maladie professionnelle hors tableau, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur des maladies où on doit reconnaître un lien direct et essentiel avec le service, mais aussi qu'il y ait une incapacité permanente d'au moins 25%. Alors, de plus en plus, les conseils médicaux font bien attention à se prononcer sur ce taux de 25%, mais vous, quand vous recevez l'avis du conseil médical, et même peut-être des fois en amont, il faut bien insister sur le fait que pour ce type de dossier, le conseil médical doit bien se prononcer sur ce taux, parce que très souvent, on a des avis où le conseil médical ne se prononce pas sur le taux, et du coup, il faut de nouveau saisir le conseil médical, et avec des délais qui sont parfois très longs selon les centres de gestion. Donc là, c'est pareil, c'est à vous, en tant que gestionnaire de ces demandes, d'être à l'initiative et de s'assurer en amont que toutes ces étapes ont bien été respectées par le secrétariat du conseil médical. Et également, lorsqu'on est sur une maladie professionnelle, sauf à ce que la maladie soit reconnue, puisse être reconnue avec soit une maladie pour laquelle l'ensemble des conditions du tableau sont respectées, il faut aussi s'assurer que le médecin de prévention a bien été informé de la saisine du conseil médical et a rendu un rapport. Parce que le texte impose bien un rapport du conseil médical. Et pareil, c'est un des vices qui est souvent invoqué par les agents et les juridictions administratives considèrent qu'effectivement l'agent pour lequel le médecin de prévention ne s'est pas prononcé, potentiellement a été privé d'une garantie, ce qui vicie la procédure. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd parce que c'est une procédure dont vous n'avez pas la maîtrise, mais qui finalement, en bout de course, va vous être reprochée si elle n'a pas été respectée dans les règles. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a ces points de vigilance encore récemment, on a des dossiers où on a ces problématiques de composition du médecin spécialiste, de rapport de saisine du médecin de prévention, où il faut être à l'initiative et bien s'assurer, en tout cas au moment où vous allez prendre la décision, que toutes ces étapes ont bien été respectées si vous n'avez pas eu le temps ou pu avoir les informations avant la saisine du conseil médical. Pour le cas échéant, avant de se prononcer, ressaisir le conseil médical s'il y a besoin ou solliciter un avis du médecin de prévention. Une fois que vous avez, alors petite précision aussi, ça peut être intéressant selon les dossiers, notamment pour les maladies psychologiques ou les accidents qui font suite à un entretien d'évaluation qui s'est mal passé, d'avoir peut-être aussi le réflexe de faire un rapport au conseil médical et un rapport au médecin agréé pour expliquer les circonstances dans lesquelles l'accident, peut-être pas l'accident, mais en tout cas l'entretien, l'événement qui est invoqué par l'agent est intervenu pour expliquer en quoi l'administration, sur la base des éléments qu'elle a pu recueillir, elle considère que malgré les dires de l'agent, ce n'est pas un accident de service, puisqu'il n'y a pas eu justement d'exercice anormal du pouvoir hiérarchique, ou à l'inverse, quand on est en maladie professionnelle, que certes, effectivement, il y a peut-être une dégradation de la situation de l'agent, de ses conditions de travail, mais qu'il en est à l'origine et que ces circonstances vont avoir pour effet de détacher l'accident ou la maladie professionnelle du service. Parce que très souvent, on se retrouve à devoir justifier devant le juge des maladies professionnelles qu'on considère comme n'étant pas maladies professionnelles ou des accidents comme n'étant pas des accidents de service, alors qu'en fait, finalement, il suffirait peut-être d'informer en amont le médecin agréé et en amont le conseil médical des circonstances qui conduisent l'administration à considérer d'ores et déjà qu'il n'y a pas de lien avec le service pour pouvoir avoir des avis beaucoup plus favorables. Alors, ça ne marche pas toujours, mais on a quand même vu dans certains dossiers où ça marche. L'avis du conseil médical va tenir compte du rapport de saisine finalement très circonstancié dans lequel on va expliquer pourquoi en fait l'agent finalement est à l'origine, que ce soit un fait personnel ou une faute, ou qu'il y a des circonstances étrangères au service qui vont justifier que l'accident ou la maladie n'est pas en lien avec le service. Ce qui permet d'ores et déjà d'avoir des avis médicaux favorables, de solidifier la décision qui va être prise à l'administration et ensuite, en cas de contentieux, d'être encore plus serein dans la défense de la décision parce qu'on a justement des avis médicaux qui ont été à l'écoute des observations de l'administration. Alors que très souvent, effectivement, dans certains dossiers, on aurait pu d'ores et déjà au stade de la saisine du médecin agréé, du conseil médical, fournir des éléments pour orienter, en tout cas, ou faire prendre conscience
aux médecins qui n'ont que la vision de l'agent, puisqu'il n'y a que l'agent qui est entendu quand on est dans ces procédures-là, ça permet quand même d'avoir une évolution. Et voilà, il y a certains dossiers, ça n'empêche pas qu'on puisse les défendre et les gagner en contentieux, mais ça permet quand même d'être plus serein en contentieux. Donc là-dessus, il faut parfois, je pense, avoir le réflexe, surtout sur les aspects qu'on a de plus en plus, accident de service suite à un événement, un entretien, une réunion qui s'est mal passée, et sur les maladies psychologiques où on est vraiment sur le ressenti de l'agent, qui ne va pas être le même selon les circonstances, selon la personne et le vécu antérieur, le passé de l'agent. Donc c'est important de faire ce type de rapport. À l'issue de l'instruction, donc à l'issue de la saisine, le cas échéant du conseil médical et du médecin agréé, l'administration doit prendre sa décision. C'est bien l'administration qui prend une décision, ce n'est pas le conseil médical qui prend la décision. Encore aujourd'hui, on voit souvent des collectivités qui ont tendance à dire le conseil médical a considéré que votre accident n'était pas imputable au service. Mais ce n'est pas le conseil médical qui prend la décision, c'est l'autorité administrative. Donc, c'est vraiment à l'autorité territoriale, l'autorité de nomination de se saisir du dossier, de se saisir des avis médicaux, de se les approprier le cas échéant et sur la base de ces avis-là, de prendre sa décision. Donc, il faut vraiment avoir une attention particulière sur la motivation, puisque cette décision doit être motivée et il faut vraiment qu'elle soit motivée de façon à ce qu'on ait bien le sentiment que la collectivité ne s'est pas sentie liée par les avis médicaux, le cas échéant en expliquant pourquoi. Parce que très souvent aussi, les collectivités vont dire suite à l'avis du conseil médical, j'ai décidé d'eux. Ça peut suffire, mais dans certains dossiers, les magistrats ont tendance à considérer que l'administration, même dans cette formulation, va se sentir liée. Et donc, ça peut être intéressant, notamment sur les accidents ou les maladies professionnelles, d'expliquer en quoi on considère que justement, conformément dans la même veine que les avis médicaux qui sont aussi défavorables à la reconnaissance de l'imputabilité, pourquoi l'administration, en plus au regard des éléments médicaux et factuels dont elle a connaissance, elle va considérer on ne va pas être sur une reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident à la médicaux. Oui, dans le sens de ce que Pauline indique, hein, je rappelle, c'est la fameuse règle en droit administratif, quand vous saisissez à une autorité qui n'a qu'un pouvoir consultatif. Si l'autorité décisionnelle donne le sentiment qu'en réalité, elle se contente de reprendre purement et simplement un avis consultatif, et donc qu'elle s'estime, je dirais de manière erronée, en situation de compétence liée, elle commet une erreur de droit. Et en tant que telle, parfois le juge s'arrête là. Hein. Donc ça, c'est vraiment un point important. J'insiste sur ce que disait Pauline. On ne peut pas se contenter de dire le comité médical a donné un avis négatif. Donc, votre demande est rejetée. Ça, c'est constitutif d'une erreur de droit et c'est finalement se soumettre à une censure du juge dans une situation où, si ça se trouve, sur le fond, c'est tout à fait à bon droit que le comité médical a rejeté la demande et que l'administration est tout à fait convaincue elle-même que c'est à bon droit que le comité médical a apporté cette appréciation. Donc, attention à ces éléments de motivation. Et même si bien évidemment, vous fondez sur l'avis du conseil médical, parce que si le conseil médical est très clair pour dire non, ça rentre pas dans les clous, il faut quand même que formellement, dans la décision administrative, il apparaisse bien le fait que l'autorité de décision a pris une décision. Pauline, juste, je n'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure, mais il y a une personne qui posait la question, c'est quoi CITIS? Alors, c'est le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Et le placement en CITIS provisoire, c'est au-delà d'un mois ou d'un mois plus 3 mois? Alors, c'est toujours un petit peu le débat. Normalement, c'est au-delà d'un mois plus 3 mois quand on est sur... si vous engagez au bout au cours de la demande du délai d'un mois, vous allez saisir ou vous saisissez le médecin agréé ou le conseil médical, effectivement, normalement, c'est le CITIS provisoire, c'est au-delà de 1 mois plus 3 mois ou 2 mois plus 3 mois. Donc, ça veut dire que normalement, vous avez 3 mois et 5 mois dès lors que vous faites des recherches, que vous engagez une enquête. Donc, suite à la décision, elle doit être motivée. Soit vous reconnaissez l'imputabilité au service parce que n'y a pas de doute ou vous êtes d'accord avec la position du médecin agréé ou qu'en tout cas vous suivez l'avis du médecin agréé. Donc, l'agent est placé en CITIS et ce de manière rétroactive. C'est-à-dire que si il n'avait pas été placé en CITIS provisoire parce que vous avez oublié qu'il y a eu un petit loupé ou que, en fait, on était dans les délais, par chance, on a réussi à tout faire en 3 mois ou en 5 mois. Dans ce cas-là, l'agent est placé en CITIS de manière rétroactive avec maintien de son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit apte à la reprise ou admis à la retraite.
À l'inverse, si on considère qu'il n'y a pas le droit au CITIS et que du coup, il n'y a pas de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident domestique professionnel, vous rejetez la demande et si l'agent avait été placé en CITIS provisoire, vous réitérez cet arrêté de placement en CITIS en provisoire, vous récupérez les sommes qui ont été indûment versées et vous le placez en maladie ordinaire selon les cas dans lesquels il peut en prétendre. Si le cas échéant, il peut prétendre un congé de longue maladie, ben là, vous engagez la procédure si vous ne l'avez pas engagée en parallèle. Voilà. Donc, on va vraiment rétroactivement régulariser sa position administrative. Doit-on dans ce cas rembourser le jour de carence au passage en CITIS provisoire? Oui, bien sûr, oui. Puisque du coup, le jour de carence ne s'applique pas en matière d'accident de service et maladie professionnelle. Donc tout à l'heure, j'ai déjà identifié une des difficultés dans cette procédure, c'est la question d'une procédure qui vous incombe, d'une décision qui vous incombe avec quand même des instances consultatives qui doivent être consultées et pour lesquelles vous n'avez pas la maîtrise de la procédure. Une autre des difficultés dans cette procédure, et qu'on ne le retrouve pas, hein, par exemple pour les agents relevant du régime général, c'est qu'on vous oppose, vous en tant qu'administration, le secret médical, mais vous devez prendre une décision qui présente un caractère médical. Donc, avec un peu de chance, vous avez parfois droit aux conclusions administratives du médecin agréé, selon les centres de gestion et les médecins. Dans certaines situations, vous n'avez pas le droit d'en prendre connaissance et vous en prenez connaissance quand l'agent en code contentieux veut bien les produire dans le cadre de son contentieux. Et vous devez vous positionner sur finalement une question médicale sur la base d'un avis du conseil médical et des éléments médicaux que l'agent aura bien voulu vous donner. Donc, c'est vrai qu'on a une vraie problématique. C'est pour ça que ça peut être intéressant aussi que l'administration, quand elle est saisie d'une telle demande, au-delà de ces aspects médicaux qu'elle ne maîtrise pas parce qu'elle n'est pas compétente, elle n'est pas médecin et qu'elle n'a pas forcément en intégralité, ça peut être intéressant qu'elle s'intéresse vraiment à instruire d'un pur point de vue administratif pour pouvoir se faire sa décision au regard des éléments administratifs, le cas échéant aussi faire entendre sa voix et du coup pouvoir prendre une décision la plus régulière possible et la plus juste aussi compte tenu des circonstances. Sur la question du secret médical, le Conseil d'État a récemment, donc tout récemment, là, le 16 février, s'est venu se positionner en considérant que le fait que l'administration évoque le médecin à la spécialité du médecin qui avait examiné l'agent ne portait pas atteinte au secret médical. Donc, c'est pas parce que vous allez dans votre décision évoquer le fait que suite à l'expertise du médecin psychiatre, je décide de reconnaître l'imputabilité ou pas de l'accident ou de la maladie, ça n'apportera pas atteinte au secret médical. Alors, on va poursuivre sur les droits et obligations des agents qui sont victimes d'accidents de maladie professionnelle. Juste avant, je vais revenir un peu sur la question du secret médical qui a été évoquée par Pauline, qui nous indiquait que parfois on n'a pas les conclusions administratives des expertises et que du coup on a du mal à se positionner parce qu'effectivement on vous demande de prendre une décision en tenant compte de l'état de santé de l'agent et des conséquences de cet état de santé-là, des conditions dans lesquelles sa pathologie est intervenue sans avoir les éléments médicaux. Pour moi, c'est même pire que ça, c'est que parfois même avec les conclusions administratives, on n'a pas suffisamment d'informations. Moi, j'ai des contentieux où on est à se poser la question, est-ce que je produis l'intégralité de l'expertise? Parce qu'en fait, dans les services, souvent, là, alors ça dépend des collectivités, il y en a qui sont vraiment très, on va dire, sérieux et qui font très attention à ça. Et puis, il y a des collectivités qui ont dans les dossiers des agents l'expertise en intégralité, c'est une réalité. Et du coup, on se pose la question, est-ce que je produis pas l'expertise, mais qui, du coup, moi, pour défendre, en tant qu'avocat, pour défendre le dossier, expliquer pourquoi médicalement, à ce moment-là, par exemple, je décide de mettre fin à la prise en charge de l'accident ou de la maladie, j'ai pas les éléments pour l'expliquer, ou alors est-ce que je produis l'expertise, c'est pas grave. Et puis, comme ça, j'ai au moins les éléments médicaux qui permettent d'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Moi, dans ces cas-là, maintenant, ce que je fais, c'est que je produis l'expertise. On l'a fait dans des contentieux et on n'a pas eu d'agents qui nous l'a reproché. Et même si on a des agents qui nous le reprochent, il y a des jurisprudences un peu maintenant qui arrivent et qui disent oui, pour autant, ça n'a pas d'incidence sur la régularité de la décision qu'on prend au final. Peut-être qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, des actions en responsabilité parce que l'administration a méconnu le secret médical. Mais ce que nous dit le juge, c'est que pour autant, ça ne rejaillit pas sur la régularité de la décision qui est prise. Donc, mon conseil aujourd'hui, quand on est dans l'incapacité de démontrer autrement qu'en violant, entre guillemets, le secret médical, pourquoi j'ai pris cette décision-là, c'est de mettre les deux pieds dans le plat et de produire ces éléments qui sont médicaux et qu'on ne devrait pas avoir. Mais en même temps, on nous demande de prendre des décisions pour lesquelles on doit tenir compte de ces éléments-là. Donc, c'est un peu impossible de faire autrement. Voilà pour cette petite précision. Maintenant, donc, sur les droits et obligations des agents dont on reconnaît le lien avec le service d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
Premier point, le maintien de la rémunération. Donc ça, c'est quelque chose de complètement classique. Avant CITIS ou maintenant dans le cadre du régime CITIS, c'était la même chose. L'agent qui est victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident de service a droit au maintien de sa rémunération, à tous les éléments de sa rémunération par principe. Donc le traitement, ça c'est évident, il a le droit au maintien de son plan de traitement, en précisant qu'il a aussi le droit au maintien de la NBI, s'il en bénéficie. Le régime indemnitaire, c'est un peu différent. L'agent n'a pas de droit absolu au maintien de son régime indemnitaire. Ça, c'est l'administration, dans sa délibération sur le régime indemnitaire, qui fixe ses propres règles. Vous pouvez tout à fait décider dans votre délibération de maintenir le régime indemnitaire parce que les agents de l'État, c'est la règle qui est prévue pour eux, mais vous pouvez aussi dire, pour moi, un agent qui est en maladie n'a plus son régime indemnitaire. Donc ça, c'est la délibération qui fixe la règle. Pour les avantages familiaux et l'indemnité de résidence, c'est le texte, le décret du 30 juillet 87, qui nous indique bien que l'agent a droit au maintien de ses avantages familiaux et indemnité de résidence pendant toute la période du congé pour invalidité imputable au service. Deuxième élément, sur les droits des agents, un élément qui est aussi prévu par le texte depuis toujours, même avant la réforme et la mise en place du CITIS, c'est le remboursement des frais médicaux. Ce que nous dit le texte, simplement, c'est que l'agent qui est en CITIS a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie. Sur ce point-là, on a des jurisprudences qui nous permettent d'avoir plus de précision pour savoir quels frais je prends ou non en charge, jusqu'à quand, comment j'apprécie la demande de l'agent qui me demande de prendre en charge tel ou tel frais. La jurisprudence, qu'elle nous indique, le principe qui a été posé depuis de longue date, c'est de dire la formulation qui est retenue, c'est tous les frais, donc tous les soins qui engendrent des frais et qui sont nécessaires, qui présentent un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de la maladie ou de l'accident, doivent être pris en charge par l'administration. Donc en gros, c'est tous les frais aux soins qui vont permettre d'améliorer l'état de santé de l'agent ou au moins d'avoir moins de souffrance. Voilà, tout élément qui va avoir une utilité par rapport à la pathologie développée par la maladie professionnelle ou par l'accident de service. Tous ces éléments-là doivent être pris en charge. On a quelques jurisprudences qui se prononcent sur certains frais, qui sont souvent les mêmes frais, et j'expliquerai juste après pourquoi. On a beaucoup de jurisprudences sur les frais de suivi psychologique par un psychologue, et on a pas mal de jurisprudences sur les cures thermales. Et sur ces hypothèses-là, le juge, concrètement, il regarde les éléments du dossier. Normalement, c'est l'agent qui doit apporter les pièces pour expliquer les avis médicaux qui expliquent que ces frais-là sont utiles par rapport à la maladie professionnelle ou l'accident de service. Le juge, par ailleurs, est aussi tout à fait libre de faire une expertise médicale dans le cadre d'un contentieux dont il serait saisi sur un refus de prise en charge. Il peut faire une expertise dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction pour demander à un expert de dire si oui ou non ici les frais étaient utiles, les soins étaient utiles pour parer aux conséquences de la maladie ou de l'accident. Donc on a des jurisprudences sur ces éléments-là. Sur la cure thermale, de façon précise, on a une décision de la CA de Nantes de 2019 qui est venue nous donner un peu un mode d'emploi, alors qui pour moi n'est pas... pour l'instant, c'est la CA de Nantes qui a posé cette règle-là. On n'a pas de décision du Conseil d'État. Je n'ai pas vu forcément d'autres juridictions le dire, mais ça nous donne un petit peu un avis, un point de vue. Et puis, on voit que le juge, du coup, quand même, est assez strict sur ces éléments-là. Il va vraiment rechercher si les frais sont utiles. Donc, la CA de Nantes nous disait quoi? Nous disait pour qu'un agent puisse faire prendre en charge par l'administration les frais d'une cure thermale, il faut deux éléments. Il faut qu'il produise un certificat médical d'un médecin traitant ou d'un médecin expert qui disent que pour une année donnée, effectivement, le bénéfice d'une cure thermale est utile pour parer aux conséquences de l'accident ou de la maladie. Et puis, il faut aussi qu'il produise un document établi par un médecin qui l'a suivi dans le cadre de cette cure, qui explique précisément quels ont été les bénéfices de cette cure-là pour l'état de santé de l'agent. Donc ça, c'était la position de la CA de Nantes. Ce n'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, une position qui est unanime, qui est partagée, mais quand même, on va dans le sens où le juge, il ne va pas à tout va, on va dire oui, l'administration devait prendre en charge. Il a besoin d'éléments médicaux et il fait un examen sérieux pour savoir si oui ou non, là, les frais engagés étaient utiles par rapport à l'accident ou à la maladie professionnelle. Donc, premier point, l'agent ou un expert, si le juge fait faire une expertise, doit rapporter la preuve de l'utilité des frais. Deuxième élément, il doit aussi démontrer qu'il a effectivement payé ces frais-là. Donc, il doit établir le montant des frais qu'il a pris en charge et démontrer qu'il les a vraiment pris en charge. Et sur ce point-là, moi, j'ai trouvé une jurisprudence intéressante de la CA de Lyon, qui est récente, de novembre 2023. C'est un élément sur lequel, pour moi, on n'avait pas trop de jurisprudence jusque-là. Donc, c'est une décision du 7 novembre 2023. Dans cette décision, la Cour prend en compte plusieurs éléments pour rejeter la demande de l'agent de prise en charge. Et notamment, elle vient nous dire à un moment donné, l'agent, il n'a pas produit effectivement de décompte de sécurité sociale ou de décompte de prise en charge de ses frais par sa mutuelle
qui aurait permis de démontrer que sur cette période-là, effectivement, il n'a pas été remboursé des frais dont il demande par ailleurs à l'administration le remboursement. Donc non seulement les frais doivent être utiles, mais en plus les frais doivent être restés à la charge de l'agent. Donc c'est pour ça finalement que les décisions qu'on a sur ces questions-là, c'est souvent des frais de psychologue ou des frais de cure thermale, des frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles, ou qui induisent un reste à charge à l'agent, parce qu'en fait on exige vraiment de l'agent qui démontre que ces frais, il a dû les payer lui-même et qu'ils n'ont pas été remboursés par ailleurs. Là aussi, c'est l'application de règles classiques, hein, notamment dans les contentieux, qui sont des contentieux de responsabilité causés à des tiers. L'administration n'est tenue de réparer le préjudice que s'il n'a pas été pris en charge par ailleurs, que ce soit par l'assurance maladie ou une assurance privée, quel que soit le titre auquel elle intervienne. Mais c'est le principe sur lequel, je vous rappelle, un préjudice ne peut pas être réparé deux fois. Et de ce point de vue-là, la solution dégagée par la Cour administrative d'appel de Lyon en novembre dernier, elle me paraît complètement orthodoxe et complètement conforme au principe selon lequel l'administration ne peut pas venir réparer un préjudice ou prendre en charge des dépenses qui auraient déjà été prises en charge par ailleurs. Donc, je crois que c'est de la solution. Elle me paraît vraiment incontestable. Juste un petit point là-dessus, parce que j'ai plusieurs questions. Là, je pense que les questions, je te coupe, les questions, si je vous propose qu'on les fasse tout après, parce qu'effectivement, j'en vois passer, on n'a pas forcément le temps de toutes les voir. Mais je pense que ce sera plus simple qu'on les voit tout après. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Parce que parfois, effectivement, il y a peut-être en plus des questions qui sont posées où on répond par la suite. Donc, voilà, on fera, à la suite de la présentation, on répondra à toutes vos questions, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Dernier point sur la prise en charge des frais médicaux. Une fois qu'on sait qu'ils sont utiles, on sait qu'ils ont été vraiment payés par l'agent, c'est jusqu'à quand je prends en charge ces frais médicaux. Eh bien, c'est assez simple, c'est jusqu'à la guérison de l'agent. Donc, c'est-à-dire un agent qui, par exemple, aurait pris sa retraite, qui serait plus dans votre collectivité parce qu'il a pris sa retraite, mais qui a encore des frais médicaux liés à sa maladie professionnelle ou à son accident de service, évidemment, c'est pas son admission à la retraite qui fait que vous êtes déchargé de l'obligation de prendre en charge ces frais. Donc voilà, la retraite n'est pas notamment un élément qui met fin à la prise en charge des honoraires et frais médicaux entraînés par la maladie ou l'accident. Dernier droit important, alors ça c'est vraiment, je pense, une information sur laquelle il faut qu'on vienne précisément, c'est l'indemnisation des préjudices subis par l'agent qui est victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Avant d'évoquer ce régime de responsabilité sans faute là, qui fait l'objet de cette diapositive, schématiquement, on peut distinguer trois types de réparation des préjudices subis par les agents victimes d'accidents de maladie. Le premier, il est prévu par les textes. C'est les indemnisations qui sont fixées forfaitairement par les textes. Donc, je pense à l'allocation temporaire d'invalidité, qui est versée aux agents qui justifient d'une certaine incapacité permanente, donc post-consolidation, et qui sont encore en fonction. Donc, c'est une indemnité qui se cumule, une allocation qui se cumule à leur traitement. Et puis, il y a la rente viagère d'invalidité qui, elle, est perçue aux agents, au bénéfice des agents qui sont à la retraite pour invalidité. Donc ça, c'est une réparation forfaitaire qui vient indemniser la perte de revenus, les conséquences sur la profession de l'agent du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle. Deuxième dispositif d'indemnisation des préjudices, c'est l'engagement classique de la responsabilité pour faute de l'administration. Donc ça veut dire l'agent qui est victime d'un accident. C'est classique que ça. Pour faute. Oui, enfin pour faute, c'est. Avant Moyakavi, c'était le forfait de la pension, c'est-à-dire qu'on estimait que c'était les textes, je dirais, qui réparaient, et point barre. L'agent avait droit à rien. C'était un système très dur, on va dire. Oui, mais alors, du coup, il y a quand même le régime de responsabilité pour faute, c'est-à-dire, par exemple, un accident qui est subi parce que il y a le service, il y a un problème au sein du service ou voilà, il y a une faute de l'administration qui engendre la maladie ou l'accident. Là, l'agent peut demander réparation de tous ses préjudices. Une action de responsabilité classique pour faute. Et puis, ensuite, il y a justement ce régime de responsabilité sans faute qui est issu de la jurisprudence Moya-Cavil de 2003, donc maintenant depuis 20 ans, qui a déjà 20 ans, mais qui, pour moi, se manifeste vraiment aujourd'hui. Avant, on avait cette jurisprudence qui était intervenue, on avait peu de contentieux en responsabilité sans faute. Aujourd'hui, ça s'inverse. Sur la proportion d'agents à qui on reconnaît un accident ou une maladie professionnelle, on a pas tous les agents qui derrière vont faire un cours en responsabilité, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe et on a une part importante maintenant d'agents qui ne se contentent pas d'avoir la prise en charge de leur traitement et de leurs frais médicaux, mais qui vont en plus aller devant le juge pour engager la responsabilité de l'administration et demander réparation des préjudices qu'ils ont subis en lien avec l'accident de service ou la maladie pro. Donc ce régime de responsabilité sans faute ne permet pas d'obtenir la réparation de tous les préjudices,
mais finalement d'une grosse partie de ces préjudices-là, parce que les seuls qui sont exclus, c'est ceux qui sont réparés par les indemnités, donc allocation temporaire d'invalidité et la retraite et la rente d'invalidité. Donc c'est les conséquences professionnelles de la maladie, mais tous les autres préjudices peuvent être indemnisés. Donc on a notamment tous les préjudices patrimoniaux qui peuvent découler de l'accident ou de la maladie professionnelle, donc les frais de recours à une tierce personne, si on a besoin d'être assisté dans la vie courante, les frais d'adaptation d'un véhicule ou de son domicile liés à un handicap qui découlerait de la maladie professionnelle ou de l'accident de service. Et puis on a par exemple l'hypothèse d'un agent qui avait, à côté de ses fonctions exercées dans son administration, une activité professionnelle. Par exemple, moi, j'ai eu un dossier avec une personne qui était infirmière à l'hôpital puis qui, à côté, était sapeur-pompier volontaire. Eh bien, les indemnités qu'elle va perdre dans le cadre de cette activité qu'elle ne peut plus exercer du fait de l'accident dont elle a été victime, elle peut en demander réparation au titre du régime de responsabilité sans faute. Et puis, à côté de tous ces préjudices patrimoniaux, on a tous les préjudices personnels. Donc, tout ce qui est les préjudices esthétiques, les souffrances, le déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément, le préjudice moral, tous ces préjudices-là, qui ne sont pas patrimoniaux, mais qui en fait manifestent l'impact sur la personne de l'accident de service ou de la maladie professionnelle, tous ces préjudices-là vont pouvoir être réparés sans que l'administration n'ait à établir de faute de l'administration. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je pense que les administrations qui sont soumises à des demandes de prise en charge d'accident de service ou de maladie professionnelle doivent avoir à l'esprit que quand j'accorde la reconnaissance de la maladie pro ou de l'accident de service, ça n'implique pas que la prise en charge des traitements et le remboursement des frais, mais ça peut potentiellement m'amener à devoir voir ma responsabilité mise en cause sans faute et à devoir réparer tous ces préjudices-là. Et je pense que c'est important du coup maintenant quand on traite ces demandes-là et qu'on instruit ces demandes-là d'avoir bien ça à l'esprit, parce que notamment on a pas mal d'administrations quand même qui vont valider toujours les avis du comité médical quand ils sont favorables à la prise en charge de l'accident ou de la maladie et inversement quand ils y sont défavorables. Mais du coup, il faut bien avoir à l'esprit aujourd'hui que c'est des recours qui sont vraiment très courants et que du coup, quand je reconnais l'accident ou la maladie pro, je peux avoir aussi cette conséquence-là derrière d'avoir un recours en responsabilité. Et deux petites précisions, deux petites précisions, oui. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un régime de responsabilité sans faute. Donc en fait, nous, quand on reçoit un recours en responsabilité sur ce régime-là de responsabilité, on l'a reconnu l'accident ou la maladie pro. Pour défendre, alors les éléments de défense, c'est soit démontrer que le préjudice n'est pas établi, soit contester le montant qui est demandé, soit contester le lien entre le préjudice et la maladie ou l'accident. Mais on ne va pas pouvoir dire l'administration, elle ira pour rien sur la survenance de l'accident. Voilà. On ne pourra pas évoquer ce genre d'argument. Donc la défense, elle est quand même un peu limitée sur ce type de contentieux-là. Et puis, petite précision sur le délai dans lequel ce recours peut être engagé. On applique la prescription quadriennale, donc la prescription classique, et le point de départ de la prescription, c'est la consolidation de l'état de santé de l'agent. Donc à partir du moment où l'état de santé est consolidé, l'agent a 4 ans, la prescription quadriennale pour engager son recours. Donc ça, c'est un élément maintenant à prendre en compte qui devrait aussi vous inciter à faire fixer la date de consolidation. En général, je sais que c'est le cas, mais voilà, la consolidation a un impact pour ça, notamment pour faire partir le délai de prescription quadriennale du recours en responsabilité. Alors, on a vu les droits des agents, maintenant on va voir les obligations, qui nous renvoient un petit peu aux droits aussi, parce qu'on voit que l'agent qui ne remplit pas ses obligations perd certains droits. Donc les obligations, c'est notamment donc, se soumettre à la visite médicale du médecin agréé, parce que l'administration peut à tout moment, on le sait, dans le cadre d'un congé imputable comme ça, faire examiner l'agent par un médecin agréé pour s'assurer qu'il a toujours droit à la poursuite de ce congé. Donc si l'agent refuse de se soumettre à l'avis d'un médecin agréé ou à une expertise, à une visite de contrôle, ce qu'on peut faire, la conséquence, c'est qu'on peut suspendre le versement de sa rémunération. L'agent doit aussi, autre obligation, informer l'administration de tout changement de domicile ou de toute absence de plus de 2 semaines de son domicile, sous peine là encore d'interruption du versement de la rémunération. Il doit aussi cesser par principe toute activité rémunérée, à l'exception de certaines activités, donc celles qui sont ordonnées et contrôlées médicalement, au titre de la réadaptation, et également des activités de production des œuvres de l'esprit qui peuvent être poursuivies. Au-delà de ça, s'il continue une activité rémunérée, on peut aussi lui suspendre le versement de sa rémunération. Et puis, autre obligation de l'agent, mais alors là qui n'est pas sanctionnée et qui en pratique, je pense, est rarement respectée, sauf erreur, c'est normalement de transmettre un certificat final de guérison ou de consolidation pour informer l'administration de l'évolution de son état de santé. À mon sens, c'est plus l'administration qui cherche à s'informer que l'agent qui spontanément va transmettre ce certificat-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de sanction à cette obligation. Ensuite, les droits et obligations, donc vos droits et obligations,
lorsque vous octroyez un congé pour invalidité temporaire imputable au service à un agent. Ici, on va aller assez vite et puis après, on va plutôt tenir compte de ces éléments-là sur la question de la fin du CITIS, qui pour moi est un élément vraiment important. Donc les droits de l'administration, c'est notamment, vous avez le droit, effectivement, comme je l'ai déjà dit, de faire procéder à tout moment, pendant le congé, à des visites de contrôle par un médecin agréé pour vérifier l'état de santé de l'agent. On verra sur la partie d'après quelles conséquences je dois tirer des avis du médecin agréé qui est donné à l'issue de ces visites. Donc là, vous avez la possibilité à tout moment de faire des visites et puis le texte vous impose de faire des visites de contrôle. Dès lors que le congé a duré au moins 6 mois, vous devez faire au moins une fois par an une visite de contrôle pour s'assurer que voilà, le CITIS doit se poursuivre. Et autre droit, c'est effectivement que vous êtes subrogé dans les droits de votre agent lorsque l'accident a été provoqué par un tiers. Donc ça, il faut avoir connaissance des actions éventuellement menées et savoir que du coup, vous pouvez être subrogé dans les droits de l'agent. Alors, la fin du CITIS, c'est, je pense, un sujet sur lequel on a beaucoup de contentieux. Donc, il faut bien être au clair sur à quel moment je peux mettre fin au CITIS, selon l'évolution de l'état de santé de l'agent, quelles mesures je dois prendre, quelles procédures je dois engager. Donc, on va essayer de faire le point là-dessus pour que certaines erreurs soient évitées, parce qu'il y a des erreurs qu'on voit encore beaucoup qui sont pas vraiment de votre fait, on va dire, mais qui plus sont liées au fait que vous avez des avis médicaux qui vous induisent en erreur ou qui vous donnent des conclusions et qui vous suggèrent des procédures qui ne sont pas les bonnes. Alors, le CITIS, la règle, on part de la règle de base qui est prévue par le statut, c'est qu'il prend fin, enfin en tout cas qu'il se poursuit jusqu'à ce que l'agent soit admis à la retraite, soit le texte nous dit, soit en état de reprendre ses fonctions. Donc ça, c'est la règle. Première premier élément à vraiment intégrer, c'est que la consolidation de l'état de santé de l'agent, ça c'est ce que j'ai indiqué dans la diapositive, n'a pas d'incidence sur le CITIS. Très souvent, on a des avis médicaux, le médecin agréé ou le conseil médical qui va rendre un avis en disant l'état de santé de l'agent est consolidé au 15 mars 2024 à mettre en congé maladie ordinaire à la suite de cette date-là. Ça, c'est une erreur. En fait, c'est le régime général. C'est ce qui s'applique pour les salariés du régime général. Mais pour les fonctionnaires qui sont soumis au régime spécial et à la réglementation du CITIS, c'est une erreur. Pour autant, et c'est souvent ce qu'on voit, l'administration va suivre l'avis du comité médical ou du médecin agréé et après la consolidation de l'état de santé de l'agent, va le placer en congé maladie ordinaire. Donc ça, c'est une erreur à éviter. La consolidation, ça a des incidences, on l'a vu, sur le déclenchement du délai de prescription quadriennale, sur la possibilité pour un agent de solliciter une allocation temporaire d'invalidité, mais ça n'a pas d'incidence sur la poursuite du CITIS. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte qui est important. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va lister un peu les différentes hypothèses dans lesquelles vous pouvez vous trouver lorsque le médecin agréé fait une visite en cours de CITIS pour savoir ensuite quelle décision je dois prendre. Donc, première hypothèse la plus simple, c'est que le médecin vous confirme que oui, pour lui, les arrêts sont toujours en lien avec l'accident ou avec la maladie, que l'agent est toujours inapte temporairement à reprendre le travail. Première solution, on maintient le CITIS, il n'y a pas de difficulté. Deuxième hypothèse, le médecin agréé examine l'agent et il considère que oui, l'agent est toujours inapte, que l'inaptitude a toujours un lien avec l'accident ou avec la maladie professionnelle, qu'il ne peut pas reprendre le service, mais que le médecin vous dit à un moment donné, l'inaptitude n'est plus temporaire, elle est définitive. Alors sur ça, aujourd'hui, moi je trouve que les textes ils sont pas très clairs, on a peu de jurisprudence, mais on sait quand même que CITIS, ça veut dire congé pour invalidité temporaire imputable au service, donc par définition, si mon imputabilité elle est définitive, pourquoi j'aurais un CITIS à notre sens, dès lors que l'invalidité devient définitive, on doit engager une procédure d'admission à la retraite pour invalidité. Le point sur lequel on a une petite incertitude et sur lequel on n'a pas de jurisprudence qui a tranché, c'est de savoir si on peut engager cette procédure de retraite pour invalidité, peu importe à quel moment on est du CITIS, ou est-ce qu'il faut respecter un délai d'au moins 1 an. On a des positions divergentes là-dessus. On a certaines doctrines qui nous disent il faut au moins 1 an de CITIS pour pouvoir engager la procédure de retraite, et puis on en a d'autres qui ne fixent pas cette condition-là. Moi, je suis allée voir dans le décret de 2003 sur la retraite des agents de la CNRSL, qui n'est pas clair, qui nous renvoie sur les retraites pour invalidité aux dispositions classiques sur les délais, mais voilà, pour moi, il y a un peu un flou, mais quand même, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que si le médecin agréé, à un moment donné, vous dit « oui, la personne est toujours inapte, c'est toujours en lien avec l'accident, mais l'inaptitude est définitive », il faut que ça crée une alerte chez vous et vous dire cet agent-là, je ne vais pas le laisser 10 ans en CITIS, il faut qu'à un moment donné, j'engage une procédure de retraite pour invalidité. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'il faut retenir. Après, il faudra voir le moment venu
à quel moment j'engage cette procédure-là, mais en tout cas, l'agent n'a pas droit à rester en CITIS pendant des années et des années s'il est définitivement inapte à ses fonctions. Ensuite, la autre hypothèse, le médecin agréé nous dit l'arrêt aujourd'hui n'est plus en lien avec la maladie professionnelle ou avec l'accident de service. Pour autant, l'agent est toujours inapte à reprendre le travail. Donc ça, ici, on n'est plus, c'est pas une question de consolidation ici, c'est vraiment, je considère que son inaptitude, le fait qu'il ne puisse pas reprendre ses fonctions, elle est réelle, mais elle n'est plus en lien avec l'accident ou avec la maladie professionnelle. Et c'est dans cette hypothèse-là qu'on peut passer en congé maladie ordinaire. Et c'est aussi dans cette hypothèse-là que pour moi, si on se voit contester cette décision-là, on va souvent devoir aller piocher dans les éléments médicaux qu'on a au dossier pour justifier notre décision. Parce que pour expliquer qu'à un moment donné, c'est plus lié à la maladie professionnelle ou à l'accident de service, mais que c'est lié à une autre pathologie, les simples conclusions administratives, parfois la juridiction elle peut considérer que c'est suffisant, mais parfois il faut qu'on aille expliquer en fait vraiment médicalement pourquoi aujourd'hui c'est plus la maladie ou l'accident qui fait que l'agent ne peut plus travailler. Donc voilà. Et la notion qui est prise en compte par le juge sur ces questions-là, c'est l'agent a une inaptitude qui n'est plus liée à l'accident ou à la maladie, mais à une maladie indépendante qui évolue pour son propre compte. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée à un événement extérieur tel que l'accident ou la maladie professionnelle, mais voilà, c'est une maladie qu'avait l'agent qui évolue d'elle-même sans qu'il y ait eu un élément lié au service, en tout cas, qui l'explique. Autre situation dans laquelle on peut se trouver, l'agent n'est plus inapte à ses fonctions. C'est la position, il n'est plus inapte à reprendre le travail, position du médecin agréé. Dans ce cas-là, l'agent peut être soit complètement apte à reprendre ses fonctions, donc là on le réintègre sur son poste. Deuxième hypothèse, il peut être apte à reprendre sur un poste aménagé, donc là c'est est-ce qu'on peut aménager son poste ou est-ce qu'on ne peut pas l'aménager. Si on peut l'aménager, on l'aménage, on lui fait reprendre ses fonctions. Ensuite, il peut être apte à reprendre le travail, mais pas sur son poste, sur un autre poste de son grade. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où ça reste un poste qui correspond à son grade, on voit si on a au sein de notre administration un poste vacant qui permette la réintégration. Et si c'est le cas, on peut le contraindre à reprendre le travail. Et enfin, s'il est apte à reprendre, mais sur un poste d'un autre cadre d'emploi, un autre grade, souvent ça va être un agent de la filière technique qui est apte à reprendre, mais sur la filière administrative, c'est souvent dans ce sens-là que les choses se font, bien sûr. Eh bien, ici, on doit partir sur une procédure de reclassement. Et on doit donc, à notre sens, rentrer par exemple dans la proposition de période de préparation de reclassement ou dans la recherche de reclassement. On peut en arriver là. Dernière précision sur ces questions-là. On peut avoir des agents, par exemple le médecin agréé vous dit l'agent est apte à reprendre sur un poste aménagé et puis l'agent va continuer à transmettre des certificats médicaux. C'est souvent une situation aussi qu'on retrouve. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des jurisprudences qui ont tranché cette question-là, qui nous disent l'avis d'un médecin expert agréé prime sur l'avis d'un médecin traitant. Donc, si l'agent continue à vous transmettre des certificats médicaux de son médecin traitant, mais que ces certificats médicaux, ils n'établissent pas une pathologie distincte ou des éléments médicaux qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin expert agréé, vous pouvez le contraindre à reprendre son poste et ces certificats-là ne pourront pas justifier son absence de reprise de poste ou sa décision de ne pas reprendre ses fonctions. Donc voilà, on a vu un petit peu tous les cas de figure. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de votre point de vue, avoir un médecin agréé que vous saisissez régulièrement et qui vous donne des informations précises sur la situation. Il ne peut pas se contenter de vous dire oui, il est apte, oui, il n'est pas apte. Il faut qu'il vous dise si l'aptitude ou l'inaptitude est liée à l'accident ou à la maladie pro. Est-ce qu'elle est définitive? Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'il serait apte sur un poste de son grade, sur un poste d'un autre grade? C'est vraiment, vous avez besoin, à chaque fois que vous saisissez le médecin agréé, de lui poser des questions précises pour que derrière, quand il vous donne son avis, vous ayez toutes les cartes en main pour prendre une décision qui soit complètement régulière et puis pour ne pas laisser pourrir des situations, plusieurs mois, plusieurs années, d'agents qui vont rester dans ces congés-là et dont on va jamais régler la situation alors qu'on aurait la possibilité, si on avait les bonnes informations, de le faire. Dernière diapositive de cette présentation, c'est la rechute. Donc, elle est définie, la rechute, par les textes. Donc, c'est toute modification de l'état de santé de l'agent qui aurait donc été victime d'un accident de service ou qui aurait une pathologie d'origine professionnelle, qui, après sa guérison, sa consolidation, réapparaît, mais réapparaît spontanément. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un autre événement qui soit à l'origine de cette rechute, sinon c'est plus une rechute. Par exemple, ça peut être un nouvel accident ou une nouvelle maladie pro, ou ça peut être une inaptitude qui n'a pas de lien avec le service. Mais si on a de nouvelles manifestations de la pathologie qui était liée à l'accident ou à la maladie qui réapparaît sans événement qui l'explique, c'est une rechute. La rechute, elle doit être déclarée et elle doit être instruite par l'administration dans les mêmes conditions qu'une déclaration classique, la procédure que nous a expliqué Pauline tout à l'heure.
Et puis, sur la rechute, un élément important à avoir à l'esprit, c'est l'hypothèse dans laquelle votre agent qui a été victime d'un accident ou une maladie pro a muté dans une autre administration. Il est victime de la rechute dans l'autre administration. C'est bien vous qui devez prendre en charge les traitements, les frais et les honoraires médicaux qui sont liés à cette rechute-là. Donc ça, c'est assez classique, mais c'est vraiment à avoir à l'esprit. Un agent qui un jour a été victime chez vous d'un accident ou d'une maladie et qui quitte la collectivité, ce n'est pas pour autant que vous ne devrez pas, à un moment donné, vous prononcer sur des prises en charge et puis prendre en charge les traitements ou les honoraires médicaux qui sont induits par la rechute. Donc voilà pour la présentation. Je pense que pour les personnes qui ne sont pas avec nous physiquement, vous pouvez peut-être déclencher ouvrir votre micro et si vous le souhaitez, votre caméra pour participer éventuellement à des questions. On va enlever le support. Ça sera mieux. Interlocuteur pour les questions. Voilà. Très bien. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de questions. Donc, vous pouvez. Alors, est-ce que tu vas faire une manip, moi ? Je vais te les redire les premières éventuellement. Oui, allons-y comme ça. Si des éléments couverts par le secret médical sont produits par un agent dans le cadre d'un contentieux, l'administration peut-elle s'en servir ultérieurement ? Bien sûr. Alors, une fois que l'agent. Alors, déjà, dans le contentieux, c'est évident. Mais c'est vrai que l'agent, une fois qu'il produit une expertise, par exemple, en intégralité dans un contentieux, il a décidé de lever le secret finalement. Et vous pouvez du coup... alors nous, on peut complètement l'exploiter dans le cadre du contentieux en question, mais à mon sens, effectivement, on pourrait même l'exploiter dans le cadre d'une décision ultérieure à partir du moment où l'agent, quand il le produit dans le cadre du contentieux, c'est que pas publiquement, mais vis-à-vis de son administration, il donne connaissance de ce document. Donc, effectivement. Question un peu pratico-pratique. Un agent qui casse ses lunettes ou son dentier, doivent-ils être pris en charge ? C'est pas le lien avec... Moi, je pense que du coup, là, on est sur le débat. Est-ce qu'on est sur la prise en charge au titre des frais honoraires médicaux ou est-ce qu'on est sur la prise en charge au titre de la responsabilité sans faute ? Parce que du coup, c'est un préjudice qui est... là, les frais médicaux, c'est ceux qui sont nécessaires pour soigner finalement. Quand vous cassez vos lunettes, c'est un dommage qui... malheureusement matériel, mais qui... Mais c'est pas un accident de service en tant que tel. Voilà, c'est pas une blessure, sauf si la prise en charge de lunettes, parce que justement vous êtes rendu aveugle ou malvoyant du fait de votre accident, va être pris en charge pour moi au titre des frais honoraires. Par contre, si votre lunette ou votre dentier est cassé dans le cadre de l'accident, on est plutôt sur la responsabilité sans faute. Bon, après, dans les faits, c'est la même, ça revient au même, c'est-à-dire que en principe, c'est à l'administration de prendre en charge, mais on n'est pas sur les mêmes fondements de prise en charge. Mais encore facile qu'il y ait un accident du coup, parce que c'est pas forcément un accident. Voilà. Si on tombe dans les escaliers, on passe les lunettes, potentiellement, effectivement, prise en charge, mais sous réserve qu'il y ait eu un reste à charge pour l'agent et que c'est pas été complètement pris en charge par la mutuelle et par la sécurité sociale. Sur la même foulée de ces questions, il y avait les dépassements d'honoraires doivent-ils être pris en charge ? Pour moi, oui. Oui. C'est la même. En fait, c'est la règle générale. Dépassement d'honoraires ou pas dépassement d'honoraires, c'est un honoraire, c'est un des frais médicaux. Soit ils ont été utiles, soit ils n'ont pas été utiles. Et s'ils ont été utiles, à partir du moment où c'est des dépassements d'honoraires, par définition, par principe, ils ne sont pas pris en charge, à voir par la mutuelle. Mais du coup, s'ils sont restés à la charge de l'agent et qu'ils étaient utiles, oui. Et je pense même que c'est la majorité des cas où l'administration va prendre en charge, c'est les dépassements d'honoraires, parce que sinon, la sécurité sociale. Quand vous allez à l'hôpital suite à un accident, en général, si l'hôpital public, la plupart du temps, tout est pris en charge par la sécurité sociale et mutuelle, et c'est les dépassements d'honoraires. Et je pense que c'est justement dans ces hypothèses-là qu'on va solliciter l'employeur public pour prendre en charge ce qui n'a pas été pris en charge ailleurs. Après, sur la même thématique, un petit peu, il y a quand même des jurisprudences. En faisant les recherches, j'ai vu une jurisprudence, c'était l'agent qui demandait la prise en charge de frais liés à une chambre individuelle à l'hôpital. Et bien là, le juge va jusqu'à se dire, est-ce que c'est utile d'être en chambre individuelle pour parer aux conséquences de la maladie ou de l'accident ? Bien souvent non, donc ce ne sera pas pris en charge. Donc ça dépend quels sont les frais vraiment, pourquoi il y a un dépassement d'honoraires. Voilà. Oui, je pense que sur les dépassements d'honoraires, c'est un peu comme les questions de protection fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où
je crois que l'administration a quand même le droit de contrôler qu'on n'est pas sur des dépenses qui auraient un caractère exagéré. Voilà. C'est toujours le même principe. Hein. Je veux dire, vous êtes gestionnaire de deniers publics et à ce titre-là, si vous avez le sentiment de quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire ou qui est un peu exagéré, je ne pense pas qu'on vous impose de le payer. Voilà. Une question rechute de points. Quid de l'échéance quadriennale? Il n'y a pas de délai sur la rechute. La rechute, elle peut intervenir à tout moment. Après, c'est la question d'arriver à démontrer que c'est bien une rechute d'un accident ou d'une maladie antérieure. Donc ça, c'est la question, c'est la compétence des médecins d'aller démontrer, c'est en tout cas à l'agent de démontrer via des avis médicaux, des expertises médicales, voilà, que son état de santé à un instant T est lié à la rechute d'un accident ou d'une maladie antérieure et n'est pas lié à un événement qui n'a aucun lien avec la maladie ou l'accident antérieur. C'est-à-dire qu'on est en plus on est dans une situation de ce qu'on appelle un préjudice continu. Donc autant la déchéance quadriennale elle peut fonctionner par rapport à un accident de service, parce qu'il y a bien un acte qui, je dirais, commence à engager, est susceptible de commencer à engager la responsabilité de l'employeur public. Et donc là, bien évidemment, s'il ne se passe rien dans le délai prévu par la prescription quadriennale, le risque, c'est qu'effectivement, il y ait un élément de prescription. Mais le problème de la rechute, c'est que forcément, on va être dans une situation où le préjudice qu'on a subi devient un préjudice continu. Et à ce moment-là, en réalité, la prescription quadriennale pourra... si la rechute est bien liée au accident de service initial, on ne pourra jamais l'opposer valablement en réalité. On pourra l'opposer que quand on a consolidation de la rechute, puisque du coup on repartira. Ouais, mais ça ne marche pas. En général, ça ne marche pas, parce que la rechute, dans ce cas-là, c'est une situation qui est de pathologie constante. On est sur un préjudice continu, on sera rarement dans un cas sur lequel on a un accident, on fait une rechute et il y a consolidation. Souvent, c'est une situation médicale qui, hélas pour les agents concernés, dure dans le temps. Hein. Dans le cadre d'une rechute, l'autorité territoriale peut-elle reconnaître directement l'imputabilité sans expertise, conseil médical, etc. Oui, en fait, à chaque fois qu'il y a une décision favorable à l'agent, l'administration n'est pas tenue de saisir un médecin agréé, un conseil médical. Il peut, sur la base des seuls éléments fournis par l'agent et les éléments dont il dispose, reconnaître l'imputabilité de la rechute, de l'accident ou de la maladie. Pour le coup, derrière, on voit mal l'agent venir contester une décision qui lui est favorable. Et à part l'agent, il n'y a pas grand monde qui sera compétent pour venir contester cette décision qui prend en charge, qui a des conséquences financières pour l'administration. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure sur... alors avant la réforme et la mise en place du CITIS, on devait saisir à l'époque la commission de réforme dès lors qu'on voulait refuser la prise en charge. Maintenant, les hypothèses dans lesquelles on doit consulter le conseil médical, elles sont plus précises. On peut parfois refuser sans avoir à saisir le conseil médical. Elles sont vraiment prévues, ces hypothèses-là, dans le texte. On l'a mis dans la diapositive. Et puis, une hypothèse de refus de prise en charge qu'on n'a pas forcément évoquée tout à l'heure, mais moi que je vois de plus en plus dans des dossiers, pour des accidents de service où on considère, en fait, on ne dit pas qu'il y a un fait détachable, mais on dit simplement que l'accident n'est pas démontré. Ça, c'est quand vous êtes saisi d'une demande de reconnaissance d'accident de service, c'est quand même la première question à vous poser, c'est est-ce que les pièces transmises par l'agent sont suffisantes pour démontrer la réalité de l'accident? Parce qu'un agent qui vous dit qu'il a chuté, mais qu'il n'y a pas de témoin et que vous n'avez pas de moyen de vous assurer qu'il a chuté au travail et qu'il n'a pas chuté la veille chez lui ou en faisant du sport ou qu'il ne s'est pas blessé, c'est aussi quand même la première question à se poser quand on a une déclaration d'accident de service. Et la prise en charge de réparation du véhicule personnel de l'agent dans le cadre d'un accident de trajet. Pour moi, c'est à nouveau comme tout à l'heure pour l'histoire des lunettes cassées et du dentier. On n'est pas sur la prise en charge classique au titre de l'obligation de protection de l'employeur. On est sur la responsabilité sans faute indemnisation des dommages subis du fait de l'accident. Pour la part non réparée, parce qu'en général, l'assureur va jouer. Et éventuellement, si c'est un accident qui a été provoqué par exemple par un autre conducteur, en général, l'assureur de la victime va se retourner vers l'assureur de la personne qui a causé le dommage. Donc, il y a quand même beaucoup de cas. Alors ça, c'est quand même on va se le dire entre nous, c'est quand même je dirais tous les avantages de notre système de protection national, qui fait que les restes à charge pour les agents sont quand même dans des situations souvent, pas toujours, mais qui peuvent être souvent exceptionnelles, c'est-à-dire des situations dans lesquelles
soit il y a un défaut de couverture, soit il y a une situation dans laquelle on est en présence de chefs de préjudice particuliers. Mais je dirais dans tous ces cas de figure, je prends l'exemple par exemple de la question, avant de venir réparer les dommages, la première question qu'il faut poser, c'est en gros, est-ce que vous étiez assuré? Est-ce que votre assureur a pas réparé le dommage? Et ainsi de suite. Voilà. De même que l'assureur de l'agent ne peut pas se retourner vers l'administration en disant c'est un accident de service si, par exemple, le dommage a été causé par un tiers, et il doit faire d'abord son travail, qui est d'aller chercher la responsabilité de l'autre conducteur et de son assureur. Est-il possible d'avoir des précisions sur le délai de 2 ans dans le cadre d'un AS versus le délai de 15 jours pour effectuer la déclaration? Alors, le délai, normalement, pour un accident de service, c'est de 15 jours pour faire la déclaration. C'est ce qu'a expliqué Pauline dans sa présentation. Mais l'exception, c'est dans l'hypothèse où les lésions n'apparaissent pas immédiatement. Le délai de 15 jours ne part pas à compter du jour de l'accident, mais il va partir à compter du jour où les lésions sont établies, dès lors qu'elles interviennent dans un délai de 2 ans à compter de l'accident. C'est ça. Donc, le délai de 15 jours part par principe du jour de l'accident, mais il peut partir du jour où les lésions sont constatées, sous réserve que ces lésions soient constatées dans un délai maximal de 2 ans à compter de la survenance de l'accident. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont en présence? Je ne sais pas si on écoute les qui sont à distance. Mais... Alors, moi, j'ai une petite question justement sur la déclaration. Quel est le délai à partir du moment où l'agent déclare son accident de travail et le certificat médical qu'il doit nous envoyer? Est-ce qu'il y a un délai à respecter pour fournir les 2 documents? Normalement, dans la déclaration, il fournit. Alors déjà, il y a l'arrêt de travail. S'il y a si l'accident entraîne un arrêt de travail, il doit fournir l'arrêt de travail dans les 48 heures, régime classique. Et après, le certificat médical qui établit le lien entre les lésions et le service, il doit le fournir dans les 15 jours. En fait, sa déclaration est constituée du formulaire et du certificat médical. D'accord. Pour que le dossier soit complet dans les délais qu'on a présentés, il faut qu'il y ait les deux. Pour intervenir avant l'expiration du délai. D'autres questions, alors? D'autres questions, non? À distance ou sur place? Alors nous, on est lié à un assureur sur nos accidents du travail. Donc quand l'agent vient déclarer, on lui donne une feuille de prise en charge. Parfois, il n'attend pas cette feuille et il va directement chez le médecin, il donne sa carte vitale. On est d'accord que la prise en charge, du coup, comme c'est pris en charge par la sécurité sociale, après, on n'a pas à intervenir dessus. Oui, et nous, c'est notre position, effectivement, mais c'est vrai que les textes ne sont pas clairs là-dessus. Il y a peu de jurisprudence, mais pour nous, c'est comme Gilles l'expliquait, la réparation des préjudices de l'agent, la prise en charge de ses frais médicaux, tous ces éléments-là incombent à l'administration si l'agent n'a par ailleurs pas obtenu réparation d'une autre façon. Donc, l'agent qui obtient réparation de ses préjudices parce qu'il y a un tiers qui a causé l'accident et qu'il a obtenu réparation de, je sais pas, des souffrances morales, des préjudices morales, des souffrances endurées par ce biais-là, ou qui a une mutuelle ou d'autres garanties qui lui permettent d'obtenir remboursement de ses frais médicaux, il ne va pas pouvoir en parallèle vous demander à vous de prendre en charge les frais. Et on s'est posé la question, vu que le texte vous dit qu'un agent qui est victime d'un accident de service ou d'une maladie pro a droit à la prise en charge de ses frais par l'administration, on s'est posé la question de savoir si la sécurité sociale, par exemple, pourrait refuser elle de prendre en charge en disant non, le texte nous dit que l'administration. Mais à mon sens, non, parce que les règles du régime général, pas du régime général, mais de la sécurité sociale qui, elle, bénéficie aux fonctionnaires, exclut pas la prise en charge de ces frais-là par la sécurité sociale, et on n'a pas trouvé de jurisprudence ou de contentieux sur ces sujets-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et puis la décision que j'ai citée de la CA de Lyon récente prouve bien que le juge estime qu'avant de faire droit aux prises en charge des frais, il faut que l'agent démontre justement par les relevés de sécurité sociale ou de sa mutuelle qu'il n'a pas déjà été en charge. Donc, à mon sens, l'agent qui va chez le médecin qui présente sa carte vitale, vous n'avez rien à lui devoir pour ces frais-là. C'est la première condition de réparation d'un préjudice, il doit être certain, c'est-à-dire qu'il doit exister. Et notamment qu'il n'ait pas été couvert déjà par ailleurs. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment un point important et sur lequel il ne faut pas être d'ailleurs hésiter avant toute demande de réparation financière à dire est-ce que, je dirais, vous attestez du fait que tout ça n'a pas déjà été pris en charge par tel ou tel système de protection. Ça, c'est un point important. La difficulté la difficulté,
Oui, enfin, ça peut être une forme de difficulté de la gestion de tous ces sujets. C'est que il y a d'un côté la gestion, je dirais, statutaire, dans quelle position se trouve l'agent, et de l'autre, il y a tout ce qui relève du régime de réparation. Et autant sur le premier, alors bien évidemment, ça c'est la responsabilité de l'employeur de gérer complètement la situation. Autant sur le deuxième, à mon sens, on est quand même relativement souvent dans des régimes qui sont des régimes subsidiaires. Euh, donc voilà, et ça c'est vraiment le point de départ. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi, enfin, je dirais, l'assureur peut lui-même avoir son propre avis, par exemple, sur l'imputabilité au service. Parce que lui aussi, il couvre pas nécessairement le fait qu'on soit foulé la cheville en jouant au foot le week-end. Donc, il y a aussi ce débat peut exister. Hein. Ça peut être parfois un débat à trois. Donc voilà, ça peut aussi parfois mériter de se rapprocher si vous avez un doute, par exemple, sur l'imputabilité au service, ça peut valoir la peine aussi d'éventuellement de vous rapprocher de votre assureur si s'il a été sollicité pour savoir aussi ce que lui a raconté l'agent, éventuellement les documents qu'il lui a fournis. Enfin, vous n'êtes quand même pas toujours à l'abri qu'on raconte deux histoires différentes. Et un CITIS provisoire peut-il se matérialiser uniquement par un courrier de l'autorité territoriale, à défaut de faire un arrêté? Oui, parce qu'en fait, l'arrêté, c'est la forme administrative qui est choisie par les collectivités, mais un courrier vaut la même chose qu'un arrêté. C'est juste qu'habituellement, on prend des arrêtés pour positionner les agents dans des situations régulières, mais on n'est pas obligé. On pourrait ne prendre que des courriers. Il faut par contre bien indiquer que c'est un CITIS provisoire, bien indiquer à l'agent que les sommes vont être récupérées si jamais on refuse le CITIS, parce que du coup, il ne faudrait pas qu'on croie que... Il ne faut pas oublier que c'est bien un CITIS provisoire, parce que si on ne précise pas que c'est provisoire, en fait, on reconnaît l'imputabilité au service. Après, ça peut prendre la forme de ce qu'on veut. Ça peut être un mail, un courrier, ça peut être un arrêté, ça peut même être une décision orale. La seule chose, c'est qu'après, il faut pouvoir se ménager la preuve de la notification, la mention des voies et délais de recours pour faire partir les voies et délais de recours. Donc, ça peut être un arrêté ou un courrier. Et pour le rejet d'un AS avec ou sans arrêt de travail, un courrier ou un arrêté, c'est pareil, hein. On pourrait même refuser oralement. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être une note de service, ça peut être n'importe quoi. Dès lors qu'on mentionne les voies et délais de recours et qu'on s'assure de la notification à l'agent, et qu'on a les preuves de la notification à l'agent. Je rappelle, la jurisprudence, elle est absolument pas formaliste sur la forme que prennent les décisions individuelles, d'acceptation comme de rejet. La seule chose, c'est et alors notamment il peut y avoir des débats là-dessus, c'est l'existence de la décision. Bon, le problème par exemple, c'est que c'est le refus verbal par définition, il n'est pas motivé. Donc voilà, enfin il y a un moment où il faut quand même écrire, mais un mail ça peut suffire. Et puis ce qu'il faut faire attention, la forme n'est pas importante, mais c'est vrai que quand on va faire un arrêté, des choses toutes bêtes, on refuse un droit en faisant un arrêté, on va penser à viser les textes. Si on fait un simple courrier, parfois on va oublier d'évoquer le texte et du coup on n'aura pas de motivation en droit. Donc en fait, il faut faire attention qu'après ça ne vicie pas la décision, mais la forme en tant que telle, normalement, on n'a pas. Mais si dans votre mail vous dites je refuse sur le fondement de la disposition de tel article, de tel décret, et compte tenu de votre état de santé, je refuse l'imputation au service ou je ne sais pas quoi, ça suffit. Et vous avez motivé votre mail. Et comment notifier à l'agent un CITIS si cet agent est en arrêt de travail, donc absent? Voilà, recommandé. Mettre à arrêt. Ouais. C'est la forme la plus... Il faut bien justement penser à le faire en recommandé, pas en courrier simple, mais en recommandé. Ouais. Toujours l'AR pour avoir une date certaine de notification. Pour moi. C'est tout pour toi. D'autres questions? Non? Quelle heure est-il? 52. Là, on a tenu dans le, on a tenu dans le effectivement le délai prévu. Donc, écoutez, d'abord, merci de votre attention et de votre participation par vos questions. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas. Hein, on assure le service après-vente. Donc, il n'y a pas de difficulté. On diffusera le support dont on pourra l'envoyer. On pourra l'envoyer à tout le monde, notamment parce qu'il y a aussi nos adresses mail. Donc, si vous avez des questions, ça peut permettre de l'assurer. Et puis, bien évidemment, on est à votre disposition
pour répondre à vos sollicitations sur ce sujet-là ou sur plein d'autres, parce que le droit de la fonction publique offre une diversité de préoccupations sans fin, quasiment. Voilà. Bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis sans doute à une prochaine fois. On réfléchit en ce moment à un deuxième sujet avant l'été. Pour l'instant, c'est le disciplinaire qui tient la corde. En fait, dans nos dossiers, c'est des sujets qui sont quand même... Surtout qu'il y a des jurisprudences récentes sur la question, par exemple, de l'anonymisation des témoignages. C'est un sujet qui, moi, me laisse particulièrement perplexe. Mais enfin, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tous ensemble. Voilà. Mais merci de votre attention et puis très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Vous voulez boire Oui, quelque oui. chose avant de partir Profitez des viennoiseries et autres pâtisseries, n'hésitez pas. Hein, c'est fait pour être mangé, pas pour être regardé simplement. Oui, on peut demander. Ouais. Tout tester. En même temps qu'on enverra le support. On enverra le support. Hein. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est agréable. Puis même, je vois l'impression, parce que j'en vois beaucoup de matinales. Et quand il y a une interaction dans la salle, c'est, pour vous aussi, pour présenter, c'est plus facile que de présenter à un écran. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avec notamment le Covid, on fait beaucoup de webinaires et le webinaire, c'est quand même un exercice, comment dire, qui est quand même purement virtuel, on va dire, avec toutes ses limites. Bah, quand ça dure 1h30, ça va, mais quand c'est une formation toute la journée, Avec des caméras fermées en plus. Sans savoir si les gens sont là ou pas. Là, moi, je suis étonnée qu'à la fin, sur les questions, ils aient continué à passer par le chat plutôt que de vous les poser en direct. Ça permet d'ouvrir les micros, mais normalement, ils pouvaient. Hein. Je leur ai dit qu'ils pouvaient le faire et personne ne m'a dit on n'y arrive pas. Hein, donc, Après, il y a des personnes qui ne sont pas équipées. Enfin, souvent, on a des collectivités qui ne sont pas équipées ni de la caméra ni du micro, donc elles peuvent nous entendre, mais elles ne peuvent pas participer. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Moi, la prochaine fois, je prendrai des galettes de riz et de l'eau. Sur un immeuble à 1 mètre. Très bien. Merci à vous d'être venu. Puis une fois, oui, tout à fait, avec plaisir. Bien, au revoir. Bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bien, bonjour, Margot. Bonjour. Bonne journée. À la voyure. C'est ça. Et ouais, franchement, il y a ces étages, c'est vrai qu'ils sont sympas. La salle de réunion, elle est vraiment sympa. Ah, je trouve ça agréable. C'est une idée et tout. Voilà. Maintenant, il va falloir y aller. Hein. Ah, Travailler. On avait bien écouté. Peut-être demain sur le pont. Oui, écoute, avec plaisir. Toujours. Ouais. Bon, moi, on va retrouver nos locaux tout pourris. Hein. Ça donne pas envie. Je peux rester dans les yeux. Je prendrai pas le peine dans ton bureau. Oui, je fais pas de bruit. Je dis comme ça. Je vais me prendre un petit gâteau au chocolat. Hop. Manger. Jennifer m'a dit qu'elle venait la semaine prochaine dans vos locaux. Ouais, pour un dossier. Après, c'est ça. Pas du tout novateur et avec quelqu'un de très agréable en face. C'est ça. Toutes les conditions sont réunies. Ils sont réunis pour que ça se passe très bien. Non, mais écoute, on crée. Tu vois, le jurisprudence, elle est passée partout. Ouais, elle est passée partout.
La gazette, on est Eh ben, c'est ça, elle est venue. Ah, mais attends, ça. En même temps, sur une agence, on a des cas sociaux. Oui, là, ça continue. Là, si vous savez que dehors, tu vois, on a Comme ça vous permet de après, vous allez savoir qu'il y a plein de situations. c'est ça. C'est ça? c'est ça, on arrive à s'en Voir les choses. sortir. Ça passe par là, On est là sur la PPR, faire la pub, tu vas dire. On était, si c'était à Oui, Sudalo. c'est ça. J'ai vu, on ouais, était Sudalo dans partout, l'actu. mais- On est partout, il est cité. Voilà. Secteur public. La vie de Lyon dans toute sa situation en même temps. Et puis si elle fait appel, on va encore, ça va continuer. Oui. Ah bah oui. Elle l'a fait. Vous l'avez pas reçu encore? Non, Non. on n'a pas l'info. Pourtant, ça pas dit qu'elle passe appel. Non, pour le moment, d'abord, elle persiste à s'acharner sur les médecins agréés. C'est impressionnant pour moi. Elle a l'air de s'attaquer à son avocat parce que elle change pas. Non, elle change pas d'avocat. Bah, en fait, tu fais les recours qu'elle lui demande de faire, ça doit lui aller. Ce côté-là me fait particulièrement sourire. Ah, ouais, c'est vrai que C'est magique. Moi, je vois, franchement, je m'ennuie. Tu vas marché public et tout ça. Non, mais c'est là, on a un aspect quand même. On peut pas, on a des trucs que nous, tu peux envoyer. Là, on a des pépites extraordinaires. quoi. Je me dis, quand tu dois les gérer, les agents, je me dis, ça doit être fatigant. Mais nous, de loin, c'est très drôle. On n'est pas en contact direct Ah oui, avec bah eux. oui. donc, Nous, elle nous a jamais insulté, elle ne nous connaît pas. Je dis,